Après plus de 2 ans à vos côtés, près de 80 films visionnés et 15 chroniques de la suite de trop, il était temps de faire évoluer cette merveilleuse aventure, non pas parce que je manque de sujets à traiter, Vu l'industrie actuelle, ça risque pas. mais parce que je souhaite vous proposer un peu de renouveau tout en restant dans ce thème qui rythme ma vie, le cinéma. Après, j'aurais pu vous parler de coloscopie, mais pas sûr que ça vous intéresse. Mais si vous insistez, la coloscopie est un examen visuel du... Non, mais personne n'insiste. Après toutes ces suites de trop, quoi de plus évident que de vous parler de celles meilleures que l'œuvre originale, de vous expliquer en quoi elles surpassent leurs prédécesseurs pour, je l'espère, vous donner envie de voir ou de revoir ces bijoux du 7e art. Et qui dit nouveau concept dit changement de cadre. J'ai d'abord pensé à celui-ci avant de me souvenir que je l'utilise déjà, puis à celui-ci mais il me semble que c'est déjà pris, ou encore celui-là mais c'est pas pratique, avant d'opter finalement pour ce cadrage car c'est pas si mal. Et car je suis bien assis. La trilogie du Dark Knight nous raconte les aventures du Batman, a.k.a. Bruce Wayne pour les intimes, de la création du justicier masqué en 2005 avec Batman Begins, D'où le nom, à son ascension en tant que héros et sauveur de Gotham en 2012 dans The Dark Knight Rises, d'où le nom, en passant par une confrontation avec son ennemi juré en 2008 dans The Dark Knight. d'où le... Ah bah non. Et c'est ce deuxième opus qui marquera indéniablement les esprits grâce à sa réalisation virtuose, la profondeur de son scénario, son antagoniste mythique et sa relation avec le Batman. Bravo, tu viens de spoil toute la chronique. The Dark Knight débute par Non, alors, dans cette chronique, il n'y a ni partie résumée, ni spoil. juste de l'amour, de la bienveillance et surtout des heures de montage en moins pour, au final, gagner autant de YouTube money grâce aux publicités. D'ailleurs, elle ne va pas tarder. Bien qu'il serait très réducteur d'attribuer la réussite du film à une seule personne, force est de constater que celle-ci est en partie celle de Christopher Nolan. S'il est aujourd'hui commun de considérer Christopher Nolan comme l'un des réalisateurs les plus doués et influents de ces 20 dernières années avec des films comme la trilogie du Dark Knight, Connais pas. Le Prestige, Inception, Interstellar, Dunkerque ou plus récemment Tenet, il fut un temps où celui-ci devait gratter des thunes à ses amis pour financer son premier long métrage et attirer les producteurs. Une persévérance qui lui permit de réaliser Memento, un excellent film qui possédait déjà tous les gimmicks de Nolan et lui ouvrit les portes de plus gros budgets comme Insomnia, avec Al Pacino et le regretté Robin Williams dont j'apprécie la performance, même si je préfère le voir voler au-dessus du pays imaginaire. Voyons le potentiel du monsieur, la Warner l'engage dès janvier 2003 afin de redorer l'image bien écornée de Batman, preuve qu'il fut un temps où le studio savait prendre de bonnes décisions. Comme quoi, les choses changent. Et bien l'heure en a pris puisque Nolan réinvente le mythe du justicier masqué en s'éloignant des comics comme aucun autre ne l'avait fait avant lui. Plus sombre, plus réaliste, plus mature, chaque film apporte sa pierre à la trilogie, preuve qu'écrire les grandes lignes d'une saga en amont permet de conserver sa cohérence globale. Apparemment, c'est pas évident pour tout le monde. En faisant de Gotham une mégalopole comme pourrait l'être Chicago, New York ou Roquefort-la-Bédoule, bien loin du trip sous LSD de Batman et Robin, Faudra que je vous en parle un jour. Nolan immerge le spectateur dans un univers réaliste. Un sentiment d'immersion accentué dans The Dark Knight par cette menace plausible qui, bien que moins destructrice que la fin du monde, est paradoxalement bien plus terrifiante de par sa crédibilité. Ainsi, sans avoir recours à des scènes de destruction massive, The Dark Knight possède de véritables enjeux et multiplie les séquences spectaculaires en privilégiant les effets pratiques aux effets numériques. Après 185 millions de dollars de budget, ça aide un peu. Surtout qu'elles ont été tournées avec des caméras IMAX, un format auquel Christopher Nolan semble très attaché, puisqu'il apporte une meilleure qualité d'image et de son couplée à un format différent du cinématoscope pour renforcer l'immersion du spectateur. Enfin, si vous êtes prêt à payer votre place 22 balles. Des séquences qui démontrent toute la maîtrise du réalisateur en termes de mise en scène, entrecoupées par des moments plus intimistes où Nolan pose sa caméra pour nous faire profiter des relations complexes entre protagonistes et des errements de son héros. Un rythme parfaitement maîtrisé qui ne laisse aucune place à l'ennui pendant 2h30. Et pourtant, 2h30, qu'est-ce que ça peut être long? Regardez Dragon Ball Evolution. Bon, il dure pas 2h30, mais c'est tout comme. Ça doit faire mal. On peut donc dire que la réalisation de Christopher Nolan est parfaite. Oui. Objectivement? Non. Oui, il est vrai que certaines scènes d'action manquent un peu de dynamisme, mais c'est quand même bien mieux que celle de Batman Begins. C'est-à-dire? Disons que la lisibilité n'était pas leur première qualité, la faute à un montage bien trop cuté et à une mise en scène classique, comme l'illustre parfaitement la confrontation finale qui, métro oblige, souffre de la comparaison avec Spider-Man 2 sorti l'année précédente, un film que nous traiterons également. Mais dans quelle chronique? Ben dans la suite au top, évidemment. Ok, donc le suspense c'est foutu. Avec The Dark Knight, et plus largement avec l'ensemble de sa filmographie, Christopher Nolan nous offre un moment de cinéma de
de prestige qui laisse une trace dont il est difficile de ne pas se souvenir, même pour Leonard Shelby. Un moment de cinéma sublimé par le travail de Wade Pfister, dont la gestion parfaite de la lumière mêle élégance et signification. Jouant avec l'obscurité, il dissimule dans l'ombre la noirceur des personnages ou, au contraire, l'expose aux flammes du chaos, nous démontrant que la lumière, bien que silencieuse, peut parfois exprimer bien plus que des mots. Si seulement j'avais eu autant d'inspi au bac de philo. Ajoutez à ça les compositions épiques de Hans Zimmer et de James Newton Howard et vous obtenez des plans iconiques du Chevalier Noir. Des plans qui nous feraient presque oublier que The Dark Knight est bien plus qu'un film de super-héros. C'est un thriller haletant à la manière d'un Heat ou d'un Seven. Des sources d'inspiration qui se ressentent dans cette histoire imaginée par Christopher Nolan et son frère Jonathan et développée par David S. Goyer, un scénariste qui visiblement a épuisé toutes ses bonnes idées pour cette trilogie, puisqu'on lui doit également le scénario de Terminator Dark Fate. Ok, pas besoin d'en dire plus. Ghost Rider, l'esprit de vengeance, ou encore Blade Trinity qui prend en plus le soin de réaliser. Non mais j'étais déjà convaincu avec Dark Fate. Heureusement, le récit de The Dark Knight est un modèle du genre. Celui-ci se développe au rythme des confrontations entre Batman et son antagoniste, et ce dès la scène d'ouverture qui nous plonge immédiatement dans l'intrigue, là où Batman Begins était prisonnier de son statut d'origin story. Origine quoi? Une origin story est une histoire qui nous raconte les origines d'un protagoniste. Oui, je sais, j'avais juste pas écouté. Des confrontations parfois physiques, mais plus souvent psychologiques qui feront régner la terreur sur Gotham, reflet terrifiant du monde dans lequel nous vivons, faisant ressortir tout l'individualisme, la noirceur et la brutalité de l'âme humaine, certains habitants allant jusqu'à remettre en cause la légitimité de ce justicier qu'ils considéraient alors comme leur sauveur. C'est l'heure de la pub. Merci. Fort heureusement, Bruce ne sera pas seul face à cette menace et pourra compter sur le soutien de personnages secondaires qui gagnent en épaisseur pour ceux déjà introduits dans Begins ou apportent un vrai plus à l'intrigue pour les nouveaux. Cela aboutit à des interactions complexes, source de nombreuses sous-intrigues habilement amenées faites de secrets, de trahison, de deuil Et un peu d'amour. Ainsi, chaque personnage possède son propre arc narratif avec son propre destin, parfois funeste, qui aura un impact sur son entourage et sur les événements à venir, fragilisant peu à peu le Chevalier Noir, même si Bruce semble convaincu que Batman n'a aucune limite. Toi, t'as pas vu Iron Man? car si le grand philosophe Tony Stark nous a bien appris une chose, c'est que ce n'est pas l'armure qui fait le héros, mais l'homme qui est à l'intérieur. Un homme avec ses traumatismes, ses principes et ses doutes, autant de faiblesses que l'antagoniste de cet opus compte bien exploiter en le confrontant à une succession de dilemmes du genre « on mange McDo ou Burger King ?» Mais avec un peu plus d'enjeu, une mise en scène efficace et un montage alterné qui font de chacun d'eux d'intenses moments de suspense, et notamment ce choix cornélien où le Chevalier Noir doit choisir entre son amour pour Rachel ou celui pour Gotham, entre Bruce Wayne ou le Batman. Un tiraillement intérieur retranscrit par la force d'un plan millimétré plus évocateur que n'importe quel mot, et par la performance brillante de Christian Bale. Et si je le repeignais en rose? Malgré cette voix proche de celle de ton pote en fin de soirée qui s'est enfilé son paquet de clopes à 10 balles, Je suis Batman. il apporte au justicier masqué tout son charisme. Enfin, du nez au menton, quoi. Il est vrai que le costume y est pour beaucoup, mais c'est lorsqu'il redevient Bruce Wayne que tout son talent s'exprime en faisant ressentir à l'écran toute la complexité du personnage. Et pourtant, ce n'est pas cette interprétation, ni celle d'American Psycho, qui lui apportera sa renommée internationale, mais bien ses transformations physiques spectaculaires, pour ne pas dire effrayantes, comme sa prise de masse de 45 kg pour son rôle de Batman en seulement 6 mois, après en avoir perdu 28 pour sa performance dans The Machinist. Alors que j'arrive même pas à brûler mes 3 kilos pris à Noël. Juste un peu d'exercice. Avec une telle performance, Christian Bale s'impose comme étant le Batman et arrive à nous faire oublier ses prédécesseurs. Une mission pourtant loin d'être aisée, car s'il y a bien un héros qui occupe une place de choix dans la pop culture, c'est bien... Spider-Man. Mais t'étais où toi quand je parlais du film? Bah rien, je suis juste à l'épice. C'est bien Batman. Depuis sa première apparition en 1939 dans le Detective Comics numéro 27 sous la plume de Bob Kane, un comic book qui valait 10 cents et qui aujourd'hui est évalué à près de 2 millions de dollars, L'inflation, tout ça. la popularité du Chevalier Noir n'a cessé de croître au travers de nombreux comics, de feuilletons radiophoniques, de séries dont la meilleure restera à jamais celle de 92, En toute objectivité, évidemment. de jeux vidéo parfois excellents, parfois traités par le JDG, des tonnes de produits dérivés et partenariats en tout genre, ou encore d'une belle carrière cinématographique qui débute seulement 4 ans après la création du Justicier sous la forme d'un serial. Un quoi? Un serial, ou serial, est une œuvre audiovisuelle ayant connu son âge d'or dans la première moitié du XXe siècle, principalement au cinéma en première partie d'un long métrage, qui consiste en un film découpé en plusieurs épisodes. C'est une série, quoi. Eh ben, pas vraiment, car contrairement à une série où chaque épisode possède une histoire autonome, un serial nous raconte une histoire continue. Mais Breaking Bad, du coup, c'est une série ou un serial? Il arrive effectivement que la frontière entre les deux devienne floue. Oui, t'en sais rien, quoi. Influencé par les sombres heures de l'histoire, l'acteur Lewis Wilson et son costume sponsorisé par Tena, Notre première culotte à
absorbante lavable. Se lanceront durant 15 épisodes à la poursuite du prince Daka, un espion japonais qui sera la cible de nombreuses insultes de la part du Vengeur masqué et de son acolyte. Il ne faudra attendre que peu de temps avant de retrouver Batman et Robin pour de nouvelles aventures, une fois de plus sous la forme d'un serial. Un quoi? Un serial, ou céréal, est une œuvre audiovisuelle. Non, mais on n'a pas le temps pour ce genre d'humour. Bon, comme on ne peut plus rien dire, je vous laisse admirer comment un simple costume peut détruire tout le charisme de Robert Lowery, puisqu'une fois sa Batcagoule enfilée, j'ai davantage l'impression de voir Bill du Big Deal que Batman. Ce n'est qu'en 1966, et avec un tout nouveau costume porté par Adam West, que Batman devient une star du petit et du grand écran avec le film... Batman, adapté de la série télévisée à succès du même nom. Ce long métrage est involontairement à Batman ce que Austin Powers est à James Bond, un condensé de tout le kitsch des 60s qui fait de ce film un immanquable. Et si vous n'avez pas le temps de le voir, Ou pas envie. regardez au moins la chronique de ce youtubeur découvert récemment qui mérite plus de visibilité. Après quelques années sabbatiques, Batman reprend du service dans le film... Batman. Mais oubliez l'ambiance 60s du précédent volet, puisqu'ici la couleur dominante est le noir. Ce n'est pas vraiment une couleur, hein, c'est juste une absence de... La couleur dominante est le noir, reflet d'un Bruce Wayne tourmenté, dont les pensées sont aussi sombres que son costume porté à merveille par Michael Keaton, que les Américains appellent le Julien Lepers de Pennsylvanie. Dont la performance se fera éclipser par celle de Jack Nicholson. Ces personnages prennent vie sous la direction de l'incroyable Tim Burton, dont l'univers si particulier se marie à la perfection avec celui du justicier masqué. Un constat encore plus frappant dans sa suite Batman le défi, sorti 3 ans plus tard, ce qui ne plaira pas à certains parents choqués par les références sexuelles. C'est à se demander comment ils ont fait leur enfant. Miaou. Ce qui par conséquent ne plaira pas non plus à McDonald's au point d'annuler son partenariat avec la Warner. Une mauvaise publicité qui aura un impact sur son exploitation et sur la suite de la franchise. Soucieux de vendre des tonnes de produits dérivés plutôt que de nous offrir des films de qualité, Et faire les deux, c'est pas possible. le studio change radicalement l'identité visuelle de la saga dès 1995 avec Batman Forever de Joel Schumacher. Suivant. Batman et Robin, sorti en 1997, toujours sous la direction de Joel Schumacher, qui réalise l'exploit de nous faire réévaluer son opus précédent, tant rien ne va dans ce film. C'est un condensé involontaire de tout le kitsch des années 90 qui rend ce film immanquable. Et si vous n'avez pas le temps de le voir, Ou pas envie. regardez au moins la chronique de ce youtubeur découvert récemment qui mérite plus de visibilité. Une catastrophe absolue qui marquera indéniablement les esprits, et notamment celui de George Clooney qui avoua récemment avoir détruit la franchise, Lucide. puisque l'accueil calamiteux du public interrompu tout projet de suite, preuve que dans la vie, Il y a une justice quand même, hein? c'est sur ces cendres que le justicier masqué renaîtra de la plus belle des manières avec la trilogie du Dark Knight, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, Car j'ai pas grand chose à dire. condamné au reboot incessant dès que la Warner a besoin de renflouer les caisses, Batman apparu une nouvelle fois en 2016 dans ce truc-là. C'était pas la meilleure façon d'introduire le personnage. Jamais il ne retrouvera son aura d'antan, et ce malgré la bonne interprétation de Ben Affleck et l'appréciable mais imparfait Batman vs Superman, puisqu'il se perdra au milieu d'une Justice League charcutée par la Warner, décidément incapable de prendre de bonnes décisions à la suite. Par contre, les mauvaises... Ainsi, la meilleure adaptation de Batman post-The Dark Knight est sans nul doute dans La Grande Aventure Lego, rapidement suivi par le moins bon mais plutôt sympa Lego Batman le film. Pour l'instant. Car un nouvel opus, humblement intitulé The Batman, est prévu le 2 mars prochain. Ce qui, vu le contexte, veut dire qu'il sortira en juillet 2023. Certainement l'un des films que j'attends le plus, bon déjà parce que Batman, mais aussi car j'apprécie les films de Matt Reeves et surtout car le justicier est interprété par Robert Pattinson, un acteur que j'apprécie dans Twilight chapitre 2, C'est pas vrai. Tenet du méconnu Christopher Nolan, C'est vrai. ou encore The Lighthouse. Je l'ai pas vu. C'est vrai. Mais tout héros ne peut briller sans un antagoniste à sa hauteur, et The Dark Knight en est le parfait exemple puisqu'il nous offre l'un des méchants les plus emblématiques du cinéma. L'univers de Batman n'est pas avare en super vilain, mais s'il ne devait en rester qu'un, la plupart d'entre vous répondraient le Joker. N'importe quoi, c'est le bouffon vert. Le Joker, donc, un nom si populaire qu'il traverse les âges et synonyme d'un antagoniste de qualité, à de rares exceptions près. Je vais juste te faire mal. Et il l'a fait. Heureusement, The Dark Knight ne fait pas partie de cette catégorie et nous offre un Joker à la fois fascinant et effrayant, inspiré du comique Batman The Killing Joke. Déjà, une chose est sûre, Il est pas net, Baptiste. il est la représentation même de la folie malsaine, parfois sadique au point de jouer avec la mort qui semble tant l'amuser.
souvent manipulateur avec ses ennemis et indirectement avec le spectateur, comme avec ses origines changeantes au gré de son imagination. Bref, ce Joker ne semble avoir aucune limite. C'est un modèle d'écriture, bien loin d'un épouvantail à peine survolé dans Batman Begins le temps d'une scène d'hallucination certes efficace, mais sans la folie créative d'un Batman Arkham Asylum que j'espère parcourir avec vous sur Twitch et vous en proposer des best-of sur la chaîne secondaire La Suite du Game que je lance officiellement en même temps que cette vidéo. Oui, c'est l'instant auto-promo. Au-delà d'éblouir l'écran en tant que personnage, c'est avant tout un antagoniste qui donne toute son envergure au Chevalier Noir en étant son parfait opposé. Une dualité illustrée par leur combat pour Gotham, l'un voulant faire régner la loi et l'ordre, l'autre voulant semer le chaos. C'est le Joker qui veut le chaos. Ainsi, bien qu'étant aux antipodes, les deux personnages partagent au fond un but commun, faire évoluer cette ville vers leur vision. Pour atteindre son objectif, le Joker privilégie la confrontation directe et brutale. Il ne s'attaque pas à l'homme sous le masque, mais plutôt à ce qu'il représente. Une chauve-souris? Un symbole. Ah, ouais. L'image du héros incorruptible dont l'ombre planant sur Gotham suffit à endiguer la criminalité. Avec cette escalade de la violence physique et psychologique, il poussera Batman dans ses derniers retranchements moraux, faisant de lui un héros impuissant face à un ennemi qui ne le craint pas. Tu n'as rien, aucun moyen de me faire peur. Une folie meurtrière inarrêtable, si ce n'est par ce choix en contradiction avec les convictions du justicier, tuer le Joker. Un acte non sans conséquence qui détruira ce symbole et anéantira l'espoir qu'il aura fait naître. Ce qu'a parfaitement fait Batman et Robin. Prémisse d'un chaos synonyme de victoire pour cet antagoniste mythique. Cet affrontement ne pouvait se terminer que par un ultime retournement, puisque le Joker a toujours un coup d'avance, même lorsqu'il semble échec et mat. Oui, j'ai bien kiffé le personnage, ouais. Et ce n'est guère étonnant, puisque toutes ces caractéristiques sont énumérées dans l'excellent livre L'anatomie du scénario de John Truby et définissent l'antagoniste parfait. Mais au-delà de son écriture, un personnage prend toute son ampleur au cinéma grâce au jeu de son acteur. Je ne pouvais donc bien évidemment pas conclure sans m'attarder sur la performance cultissime du regretté Heath Ledger. Si résumer sa carrière en un film serait plus que réducteur tant il a brillé dans des films tels que Le Secret de Brokeback Mountain, force est d'admettre que l'on retient principalement cette performance remarquable, somptueuse, magistrale, justement récompensée par l'Oscar du meilleur second rôle à titre posthume. Un Joker inoubliable, à tel point qu'il m'est impossible d'imaginer un autre acteur pour ce personnage, même pas Willem Dafoe qui avait été pressenti, et ce même si j'adore ses prestations, notamment dans The Lighthouse. Au hasard. Chacune de ses interventions est un pur moment de cinéma et ferait presque oublier ce casting XXL. Michael Caine, Morgan Freeman, Gary Serious Oldman, Maggie Gyllenhaal qui remplace une Katie Holmes trop occupée à reconquérir le cœur de Dawson. Pourquoi tu l'as quitté pour Percy? Mais surtout, Aaron Eckhart qui nous livre une prestation dans l'ombre de celle de Heath Ledger et pourtant si brillante. Oui, c'est exact. Son charisme naturel doublé à son jeu donne vie à Harvey Dent, sans doute le personnage à l'arc narratif le plus complet, le Chevalier Blanc de Gotham qui, dans sa chute vertigineuse, entraînera celle du Chevalier Noir. Une fin qui marquera à jamais l'histoire du cinéma, créant une attente démesurée de 4 ans jusqu'à The Dark Knight Rises, un troisième opus qui aura divisé les fans, parfois avec véhémence. Et si vous me demandez mon avis sur ce film, je vous répondrai que... Joker. Ah bah non, du coup. Je vous répondrai la même chose que Anne Hathaway. Je suis pas sûre d'avoir un avis aussi tranché que le vôtre. Eh ben moi non plus, puisqu'il reste un très grand film, certes imparfait, Surtout cette scène. mais clôturant la saga d'une bien belle manière, au point que j'en arrive à me demander si le plus grand défaut de The Dark Knight Rises n'est pas d'être arrivé après The Dark Knight. The Dark Knight Rises est un excellent film, Oui. mais moins bien que The Dark Knight. Oui. Donc s'il était sorti avant, il n'aurait certainement pas suscité autant de débats. Mais c'est pas logique. Je veux dire, comme il se passe avant, il pouvait pas sortir. The Dark Knight est sans aucun doute la meilleure trilogie consacrée à l'homme chauve-souris à ce jour, En même temps, c'est la seule. avec en point d'orgue ce deuxième opus considéré comme le meilleur film de super-héros de tous les temps. Cette suite ne se limite pas à corriger les imperfections de Begins, il est l'adaptation que Batman méritait. Parce que ce n'est pas un simple film, c'est un chef-d'œuvre qui l'iconise et le rend immortel, c'est le Chevalier Noir. Merci à tous d'avoir regardé cette première suite au top. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et tout ça. Un grand merci également à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous dis à très vite, que ce soit ici, sur la chaîne secondaire, Twitch ou les différents réseaux. Vous êtes encore là ?